c'est la fameuse courbe en crosse de hockey du réchauffement climatique. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a vu ça, tout le monde sait ça. La température globale du globe s'est réchauffée de 3/4 de degré depuis un siècle. C'est une catastrophe en cours qui s'accompagne d'un cortège de catastrophes naturelles, inondations, incendies, cyclones, canicules, et la facture est déjà aujourd'hui estimée à 150 milliards par an. Cela dit, ce qu'il faut bien voir, c'est très important d'assimiler ce fait, autant le Nord, les pays du Nord sont le problème du passé et le problème actuel largement, autant l'autre moitié du problème actuel et la quasi-totalité du problème futur, il est dans les pays du Sud. Et donc nous sommes dans une négociation très difficile parce que les pays du Sud ont des arguments très forts, très solides à faire valoir. C'est une négociation qui ne peut pas se boucler aisément. Ils ont d'abord des problèmes budgétaires. Bon, c'est clair que leurs budgets n'ont pas la dimension des nôtres. Ils ont la question des priorités relatives. Quand on est dans un pays comme l'Inde, où il y a encore probablement 200 millions d'habitants qui ne mangent pas à leur faim, même s'il y a par ailleurs une élite qui s'est enrichie, 200 millions d'habitants qui ne mangent pas à leur faim, bah, évidemment, ils ont tendance à dire, écoutez, votre écologie, c'est bien joli, mais il faut d'abord que les gens aient à manger, qu'ils aient des emplois, etc. Troisième obstacle, c'est ce qu'on peut appeler l'esprit de juste retour. Ça consiste à dire aux pays industrialisés, bon, bah, écoutez, vous avez pollué pendant 2 siècles et vous nous dites que nous, on ne doit pas le faire, bah, c'est notre tour. Évidemment, l'argument est absurde, mais en même temps, il est politiquement très fort. Et un dernier argument qui est particulièrement valable, c'est que les pays du Sud nous disent « mais nous supportons les effets de vos propres délocalisations ». Et c'est vrai que quand on essaye de freiner les productions polluantes dans les pays d'Europe, par exemple, elles ont tendance à se déplacer dans des pays où il n'y a pas de réglementation écologique. C'est toujours la course au moins-disant réglementaire. Cela étant, rien n'est perdu, donc, parce que nous avons les 2 puissants alliés que sont la science, la technologie et l'économie. Alors, quelles sont ces incitations économiques? D'abord, incitées par les prix. C'est tout bête, mais la loi de base de l'économie de marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand les prix montent, la demande baisse. Donc, il faut laisser jouer les signaux de prix sur l'énergie. Ça paraît tout bête, mais ce n'est pas ce que font les gouvernements. Donc, alors, ou bien ils sont bêtes eux-mêmes, ou bien il y a d'autres problèmes qui pèsent sur eux. Bien entendu, c'est toujours politiquement difficile de le faire. Mais économiquement, ce qu'il faut, c'est laisser jouer les signaux de prix, ne pas subventionner la consommation, notamment dans les pays en développement. Deuxième grande orientation, donner une valeur aux biens publics mondiaux. Alors, les biens publics mondiaux, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce qui a l'air de ne pas avoir de prix, mais qui a une valeur, c'est-à-dire respirer un air pur, boire une eau propre, avoir des sols sur lesquels on peut s'allonger sans attraper des maladies. En conclusion, ce que je voudrais peut-être vous proposer de retenir, c'est qu'une politique de développement durable, c'est un tout cohérent, tout se tient. On peut beaucoup progresser vers ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire une économie dans laquelle les produits sont conçus au départ pour être recyclés et les déchets d'une activité sont la matière première de l'autre. Encore faut-il concevoir une politique globale dans ce sens.